merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu en bravant les menaces d'attentats et le climat. C'est peut-être aussi un complot, hein, le climat, je ne sais pas. C'est très possible. Le système ARP, enfin, vous connaissez ça. Bon, donc le sujet d'aujourd'hui, vous savez, y a-t-il un complot mondial contre les nations et les peuples? C'est triste à dire, mais les attentats du 13 novembre dernier viennent confirmer ce que je ne cesse de dénoncer depuis des années. Cela avait été le but de mon livre Le complot mondialiste, de nombre de mes conférences et bien sûr des analyses des événements que nous faisons chaque mois avec notre lettre d'information La Politique. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que lorsque l'on étudie les origines des guerres et des révolutions de l'époque moderne, on fait une constatation. Elles ont toutes été précédées d'attentats, de meurtres, de provocations, destinés à susciter une émotion propice à la mise en marche de l'étape suivante. Il faut remonter, on doit remonter, jusqu'à la Révolution dite française, pour voir apparaître cette stratégie avec la montée en puissance de l'information dite de masse. Désormais, elle touche tous les citoyens, où qu'ils se trouvent à travers le monde. Et c'est ce que l'on peut appeler la mondialisation de l'information, et donc de la manipulation des masses. On retrouve ainsi la même information, traitée de la même façon, que ce soit à Paris, à Londres, à New York, à Tokyo ou ailleurs, ce qui est déjà suspect. Car c'est comme s'il y avait un chef d'orchestre pour dire comment la partition doit être jouée. Ainsi, pour faire accepter les révolutions et les guerres nécessaires à l'aboutissement de son projet, le lobby mondialiste messianique agit par la stratégie de la peur, qui correspond à la devise maçonnique Ordo ab chaos, l'ordre par le chaos. Alors, si on voit le chaos, on attend toujours l'ordre. Et de toute façon, l'ordre dont ils parlent, c'est leur ordre, c'est-à-dire la domination mondiale, la dictature mondiale. Ils cherchent à imposer. Pour revenir aux prémices de la Révolution française, les circulaires du Club des Jacobins, notamment sous la plume de Saint-Just, montraient déjà la manipulation de l'opinion publique tendant à l'alarmer, à l'indigner pour l'adresser contre le pouvoir royal. Un rapport de Saint-Just affirmait contre toute vérité, je cite, « En 1788, Louis XVI fit immoler 8000 personnes de tous âges, de tous sexes, dans Paris, et on trouve ce texte dans les œuvres de Saint-Just, publié à Velay en 1908. Ainsi, le mensonge devient désormais l'arme des révolutionnaires, y compris sous l'aspect rassurant des démocraties. Et nous sommes en plein dedans aujourd'hui avec tous ces attentats qu'on nous sort régulièrement. L'exemple le plus flagrant de ce début de manipulation des foules fut la fausse nouvelle orchestrée à travers la France de ce que l'on a appelé la Grande Peur, pour faire croire à la menace des brigands, c'est-à-dire les royalistes, qui allaient massacrer le peuple. Et cette panique ainsi fabriquée allait permettre de lever ce que l'on a appelé les milices patriotiques,
qui allait être l'arme révolutionnaire pour accomplir la révolution. N'allez pas croire que je m'égare avec ces rappels historiques qui semblent bien loin de ce que nous vivons aujourd'hui, car ce que nous vivons aujourd'hui découle directement, d'une part, des faux principes qui ont été lancés en 1789 et de la manipulation révolutionnaire des événements à cette époque-là. Et tout cela était déjà annoncé par les principaux conjurés de la Révolution française, ceux qui étaient derrière le rideau, comme disait le ministre de la reine Victoria d'Israël, les Ramsay, Weishaupt et autres. Weishaupt, comme vous devez le savoir, je suppose, fondateur des Illuminés de Bavière. On a la confirmation de cette filiation, entre autres, par déclaration de deux hauts francs-maçons. André Lebet, qui fut l'une des autorités maçonniques françaises au moment de la guerre de 14, qui confirmait le véritable but du conflit. Voilà ce qu'il disait. La lutte actuelle est la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789. Et ce but était confirmé à la conférence maçonnique de Lisbonne du 13 mai 1917 par le grand maître du Grand Orient du Portugal, Magalhães de Lima, qui disait « La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques ». Ça ne peut pas être plus clair. Ainsi, l'hécatombe de 14-18 a été voulu par la maçonnerie, et notamment par Clémenceau, franc-maçon lui-même, pour que justement se poursuive l'entreprise qui avait commencé en 1789. Et il en fut de même pour la Seconde Guerre mondiale, suscité à nouveau par le lobby judéo-maçonnique, comme l'annonçait la déclaration de guerre du monde juif en première page du Daily Express. Je m'excuse, je vais essayer de vous trouver ça parce que c'est absolument démonstratif. Vous l'avez ici dans le livre, première page du Daily Express, qui vous dit ceci: Judea déclare the war on Germany. Le monde juif déclare la guerre à l'Allemagne. Et ça date du 24 mars 1933. Nous sommes donc devant une démarche constante visant à l'établissement d'une dictature mondiale, ce que l'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale, ou le nouvel ordre mondial si vous préférez. Nouvelle preuve de la continuité de ce complot mondialiste, messianique, qui pour réussir se doit de faire disparaître les nations et dissoudre les peuples, c'est quelques déclarations. Vous en trouverez d'autres dans mon livre La maçonnerie encore. Ces citations, je m'excuse, c'est en partie, et je les ai en partie citées déjà hier, parce que bon, le sujet se rejoint. Celle de Roger Leray, qui avait été le grand maître du Grand Orient de France, c'était au convent de 1968. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les termes maçonniques, convent, c'est pas du tout un couvent. C'est une réunion, une assemblée maçonnique, un convent. Donc c'était au convent de 1968, ça a été reproduit, le discours a été reproduit dans Humanisme, qui est la revue du Grand Orient, numéro de juillet 1969. Voilà ce que disait le grand maître Leray. Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. Disant ceci,
nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non, la seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consensus. Et on en trouvait encore la confirmation avec Nicolas Sarkozy, ce politicien fabriqué par la CIA dans son discours du 16 janvier 2009. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Petite remarque, de la part de gens qui se prétendent démocrates, ce n'est pas très démocratique. Ce nouvel ordre mondial a donc besoin de la destruction des nations pour s'imposer, comme l'annonçait le baron Edmond de Rothschild dans la revue Entreprise du 18 juillet de 1970, le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Et on retrouve cette même obsession chez d'autres représentants de l'intelligentsia juive, avec Bernard-Henri Lévy, François du 24 avril 1979, bravo à tout ce qui peut contribuer à casser les mythologies réactionnaires de l'État-nation, du nationalisme cocardier, du terroir, des bignoux, des folklores. Georges-Marc Benamou, dans sa revue Globe, le numéro 1 de 1988, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard et cocardier, nous est étrangers, voire odieux. Et Pierre Berger, le mécène des publications gays, affirmait « La patrie est le mot qui nous est le plus odieux ». Relevons au passage le nous parfaitement révélateur. Question, en dirait-il autant au sujet d'Israël? Jean Kahn, président du Congrès juif européen dans Tribune juive d'avril 1996, allait encore plus loin. Mon parti politique, c'est le peuple juif. Et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis était puissamment incitative à la haine raciale. Elle devait être durement réprimée sous toutes ses formes. Cette volonté de domination mondiale messianique avait déjà été illustrée par ce texte du British Israel, qui était une sorte de nébuleuse judéo-maçonnique britannique, apparu en 1874, qui disait ceci, très révélateur. La Grande-Bretagne et ses dominions, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Telle est la dimension messianique du complot judéo-maçonnique avec l'aide du bras armé anglo-saxon. On retrouve cette obsession messianique dans la lettre de Baruch Lévi à Karl Marx, publiée dans la Revue de Paris, numéro 35, ça date de 1928. Je cite. Le peuple juif, en tant que collectivité, sera son propre messie. Sa domination sur le monde sera réalisée par l'union des autres races humaines, par l'élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme
et par la constitution d'une république mondiale. Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël, présentement dispersés dans le monde entier, pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. La propriété privée pourra alors être soumise aux gouvernants de la race juive qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. N'est-ce pas ce que l'on constate aujourd'hui avec la mainmise de la haute finance, cosmopolite, de Wall Street, de la City, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque européenne, imposant leurs finances artificielles au monde pour s'enrichir et appauvrir les peuples? Donc, ce qui est intéressant dans cette étude, justement, c'est de voir les textes annonçant la politique qui va être suivie et la transposition dans la réalité que nous vivons. Comme je l'ai fait remarquer au début de cette conférence, les prémices des conflits modernes commencent toujours par la manipulation de l'opinion publique par une provocation ou un attentat, des attentats, en vue de susciter une réaction de l'ennemi et ainsi justifier une riposte. Alors je vais vous citer quelques exemples, vous en aurez beaucoup plus dans mon livre Le complot mondialiste. Pour rappel, le pseudo-sabotage du 15 février 1898 du vieux croiseur américain Maine en baie de la Havane, attentat attribué par les Américains aux Espagnols, ce qui leur permit de déclarer la guerre à l'Espagne et de récupérer, enfin pas de récupérer, de prendre sous leur coupe Cuba et les Philippines. L'utilisation lors de la Première Guerre mondiale de paquebots civils transportant secrètement des armes en Angleterre, des États-Unis en Angleterre, tel le Lusitania, qui curieusement, alors que justement il était chargé d'armes pour l'Angleterre, on apprenait que l'escorte qui devait conduire à bon port ce bateau à Liverpool, cette escorte avait été supprimée sur ordre de Churchill. On apprenait aussi que, d'après l'historien anglais Michael Glover, que ce livre figurait dans la liste de l'Amérique anglaise comme un croiseur auxiliaire. Alors, torpillé par les U-boats allemands, les sous-marins allemands, vous imaginez paquebot transportant des civils américains, torpillés par les Allemands, quelle bonne occasion, quel bon prétexte pour déclencher l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Angleterre et de la Troisième République française. Vous remarquez au passage que je ne dis pas la France. Et puis, l'assassinat de l'attaché de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Ernst von Rapp, le 7 février 1938, par le terroriste juif Herschel Greenspan. Greenspan, ça vous dit rien ça, Greenspan? Ça vous dit rien? Qui a été l'un des responsables récemment du Fonds monétaire international. Ça ne s'écrit pas de la même façon.
celui du Fonds monétaire international, Ce qu'il a fait. l'orthographe a été anglicisée. C'est Mais qu'il a c'est fait. exactement la même racine. Comme c'est curieux. Or, cet assassinat allait déclencher l'indignation en Allemagne, déjà exaspérée par ce que j'ai signalé tout à l'heure de la déclaration de guerre du monde juif à l'Allemagne, c'est-à-dire le blocus économique, et il se produisit ce que l'on a appelé, dont on nous rabat d'ailleurs régulièrement les oreilles, scandale de la nuit de cristal. Ça vous rappelle quelque chose, ça, je suppose, la nuit de cristal. C'était quoi la nuit de cristal? Eh bien, c'était des manifestations allemandes qui ont cassé les vitrines des magasins juifs exaspérés parce qu'ils ne la supportaient plus. Donc, voilà, tout cela allait servir progressivement à faire monter l'indignation de l'opinion publique occidentale contre l'Allemagne, allait s'y ajouter les provocations de l'affaire des Sudètes, l'affaire du corridor de Danzig, et voilà comment, un beau jour, ce fut non pas l'Allemagne, mais l'Angleterre et la Troisième République maçonnique française qui allaient déclarer la guerre à l'Allemagne. Je vous conseille un petit test à faire auprès de vous. Vous demandez à vos amis, ou à vos enfants ou petits-enfants, qui a déclaré la guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous serez surpris. Vous savez, l'Allemagne, bien sûr. Ben voilà, c'est une occasion de rectifier les choses et d'instituer le doute dans les esprits sur tous les bobards qu'on leur raconte tous les jours. Il faut leur apprendre à douter. Nous devons, excusez-moi mon père, leur apprendre à devenir des incroyants, des agnostiques, en politique. Ce même genre de provocation allait être réutilisé par Roosevelt contre les Japonais. Alors, de quoi s'agissait-il? La montée en puissance industrielle du Japon commençait à inquiéter sérieusement l'économie américaine. Au point que les Américains, qui se croient toujours tout permis, avaient institué, encore une fois, tiens, comme c'est curieux, le blocus économique du Japon. Les Japonais avaient essayé de négocier avec les Américains, rien à faire, Roosevelt n'a rien voulu entendre, et les Japonais sont tombés dans le piège, d'où l'affaire de Pearl Harbor. Alors là aussi, c'est intéressant à étudier, parce que Pearl Harbor, d'abord, qu'est-ce qu'il y avait à Pearl Harbor? Eh bien, comme avec le croiseur Maine en baie de la Havane, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était de vieux ratios. Bon, à la limite, vieux ratios, c'est pas trop dangereux, c'est pas trop dommageable. Mais avec les vieux ratios, il y avait aussi les marins. Et avec les marins, il y avait leurs familles aussi. Il y a eu environ 3000 morts. Et si j'appuie sur ce détail de l'histoire, comme dirait quelqu'un, c'est que cela montre comment, à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, ces gens, les Américains, le monde anglo-saxon, le monde judéo-américain, est capable de sacrifier ses propres ressortissants pour pouvoir passer à une étape suivante. Ils ont besoin de martyrs dont ils sont eux-mêmes responsables pour pouvoir provoquer la guerre qu'ils veulent enclencher. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas à ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous comprenez donc que le processus de manipulation des foules commence toujours dialectiquement par la diabolisation de l'ennemi que l'on a provoqué. Provocation, réaction, guerre. Et puis on retrouvera ce procédé, entre autres,
Il y a eu l'affaire Gladius, dont je parle dans mon livre Le complot mondialiste. L'affaire Gladius, provocation mais absolument ignoble. Et je ne vais pas en dire plus parce que ça vous donne tout de même envie d'acheter le livre. Et on arrive au 11 septembre 2001. Et là encore, vous allez voir comment ces gens sont capables de fabriquer ou de faire fabriquer des attentats pour arriver à leur but. Bon, pas la peine, je ne vais pas perdre de temps avec ça, je vais vous dire ça en résumé. Très curieusement, la veille du 11 septembre, a été publiée dans un journal qui était le Los Angeles Times une étude d'un service de renseignement de l'armée américaine qui disait à peu près ceci, je vous le cite de mémoire: le service secret israélien sont capables de réaliser des attentats en donnant l'impression que ce sont les milieux musulmans islamistes qui en sont responsables. Publié en première page de ce journal. Même pas 24 heures après, on avait le 11 septembre. Alors, bon, sans tout vous dire de ce qu'il y a dans le complot mondialiste, je voudrais tout de même faire observer une curieuse chose, une étrangeté, c'est que parmi le nombreux personnel juif travaillant dans ces tours où étaient des services économiques, curieusement, il n'était pas là lors de l'impact des avions, ou tout au moins de ce qui a semblé être un impact d'avion. Parce qu'on en est aujourd'hui arrivé à penser qu'il y a eu, vous savez que dans les films américains, on arrive à faire des montages d'hécatombes par explosion, etc., qui sont ce qu'on appelle des images virtuelles. Or, ce que l'on sait aussi, et on le sait notamment par le témoignage de nombreux architectes, que, et si vous avez vu les images de l'événement, on fait tomber des immeubles droits en minant les structures des fondations. Sinon, l'immeuble bascule à droite ou à gauche et endommage les immeubles à côté. Donc c'est une technique bien connue en urbanisme. Quand on veut détruire dans un quartier un immeuble qui est vétuste pour construire autre chose, on mine la base et ça tombe comme ça. C'est exactement ce que l'on a vu dans les vidéos. C'est tombé comme ça. Bon, vous aurez bien d'autres détails là-dedans. Et là encore, toujours la même question, à qui a profité le crime? Eh bien, il faut profiter à la politique de tous ces clans qu'on appelle néoconservateurs américains. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les néoconservateurs américains, ce sont en fait d'anciens trotskistes, des juifs, qui, se rendant compte que l'approche trotskiste de leur politique ne pénétrait pas bien dans le milieu conservateur américain, se sont transformés comme le loup se transforme en agneau pour mieux pénétrer. Et tous les hommes qui entouraient le fils Bush, George W. Bush comme on dit, étaient tous des représentants de cette mafia néoconservatrice, pseudo-néoconservatrice, pour lancer les guerres, d'abord en Afghanistan, puis la deuxième guerre en Irak, et puis la suite, la Syrie, le Liban, etc., jusqu'à nos jours.
je ne voudrais pas quitter cette évocation-là, sont celles des bombardements des villes allemandes au phosphore. Rappelez-vous Dresde, Hambourg et d'autres, Hiroshima, Nagasaki, à l'atome. Or, tout cela sous prétexte, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la façon dont avait été enclenchée la Deuxième Guerre mondiale, provocation pour pouvoir ensuite matraquer l'ennemi, le supprimer en masse. Car une des grandes techniques du monde anglo-saxon, c'est l'assassinat de masse par les bombardements au tapis de bombes. Et ce sont ces gens-là qui viennent vous parler de morale internationale, de conscience universelle, etc., etc. Et puis, bien entendu, ça n'allait pas s'arrêter là. Après la chute bien étrange, d'ailleurs, du communisme, et la Russie étant livrée au pillage des oligarques juifs, sous Elstine, ce fut la guerre contre la Serbie. Et là encore, provocation, c'était l'équipe de Bill Clinton, avec sa ministre des Affaires étrangères, la juive tchéco-américaine Madeleine Albright, née Corbel. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à fait les termes utilisés à l'époque, mais je l'ai noté, c'était le devoir moral d'intervenir contre le pouvoir dictatorial installé à Belgrade, pour évidemment imposer la sacro-sainte démocratie. Vous devez vous souvenir aussi qu'il en résulta une guerre civile sanglante entre Serbes, Croates, bosniaques et les indépendantistes albanophones au Kosovo. Et c'est comme ça que le Kosovo fut arraché, Kosovo pourtant berceau national et religieux de la Serbie, fut arraché à la Serbie grâce à l'intervention américaine et européenne, puisque la Ve République s'y est associée, et tout cela sous la couverture de l'ONU et des troupes de l'ONU, de la KFOR, sous l'égide de qui? Du Maran, encore un, Bernard Kouchner. Puis, bon, je reviens un petit peu en arrière, l'Irak, etc. Je ne vais pas y revenir. Et aujourd'hui, nous payons toute cette déstabilisation avec l'affaire de Libye voulue par Sarkozy, avec son compère Bernard-Henri Lévy. Alors, c'est curieux, quand on revient sur ces épisodes, même relativement récents, on se rend compte qu'il y a eu tout un nouveau langage qui a été créé pour justifier ces interventions. Pour justifier moralement ces interventions. Guerre préventive, droit d'ingérence, conscience universelle, etc., etc. Or, si vous vous souvenez bien, tous ces conflits, d'ailleurs pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose, ont été enclenchés sans même qu'il y ait eu consultation des parlements. Je ne trouvais pas ça étrange de la part de pays dits démocratiques. Et comme je disais hier, où est la souveraineté du peuple? On est ainsi dans le mensonge perpétuel au service du plan révolutionnaire messianique. Et le processus ira en s'accélérant, se renforcera du fait de l'absence d'opposition des pays européens, complices sinon passifs, face aux intérêts américano-sionistes alliés à l'islam le plus radical, sunnite et salafiste, ennemi juré de l'Occident chrétien. Et cela, je le rappellerai quand même, c'est une alliance qui remonte à l'émergence de l'islam, utilisée dès ses prémices par le judaïsme contre le christianisme naissant.
Alors venons-en à la situation actuelle. Elle est marquée par la brusque émergence, comme par magie, de l'État islamique de Bakr al-Baghdadi. Et qui est ce Baghdadi? Eh bien, si l'on en croit Edgar Snowden, qui est un ancien membre de la CIA et de la NASA, qui en a démissionné à cause du 11 septembre, parce qu'il s'est rendu compte du mensonge qui avait présidé au 11 septembre. Eh bien, d'après Edgar Snowden, le dénommé Baghdadi n'est qu'un certain Simon Elliott, un espion juif du Mossad. Et cela, on le trouve sur Internet, et ça n'a jamais été démenti par quiconque. Avec ce nouvel acteur, on rentre dans une manipulation des foules encore plus sophistiquée. Mais surtout, vous allez voir, dans une apparente contradiction. Alors que l'on sait sans l'ombre d'un doute que l'État islamique comme Al-Nosra en Syrie contre Bachar al-Assad, comme précédemment avec Al-Qaïda contre les soviétiques en Afghanistan, ont été créés de toutes pièces par les services américains, les médias nous font part de bombardements américains soi-disant contre les bases de l'État islamique. Ah bon? C'est curieux, parce que plus les Américains bombardent, nous dit-on, plus l'État islamique s'étend. Ah, comme c'est curieux. Pourtant, ils avaient très bien fait le travail d'élimination lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les bombes au phosphore, l'atome, au Japon, et puis en Serbie, et puis en Libye dernièrement. Vraiment, je sais pas, ils savent plus aussi bien viser. C'est curieux. Et alors, je l'ai cité d'ailleurs dernièrement dans une de mes conférences et dans la politique, il y a eu un document intéressant qui a été publié par le Financial Times qui montrait l'extension du territoire occupé par le Daesh, l'État islamique. Alors je voudrais vous faire tout de même remarquer une chose, c'est tout de même étrange parce qu'on nous montre périodiquement à la télévision des convois que l'on nous dit être des convois de l'État islamique, avec des camions, des blindés. S'ils ont été filmés par des journalistes de différentes télévisions du monde occidental, y compris américains, anglais, français, etc., comment ça se fait que l'aviation américaine ne puisse pas les bombarder et les liquider? Petite question innocente, entre autres. Comment se fait-il? Et on en a la confirmation de cette étrange inefficacité, la contre-preuve si vous voulez, par celle efficace de l'aviation russe, qui permet aujourd'hui à Bachar el-Assad de reconquérir les territoires perdus. C'est curieux quand même. Les aviateurs russes seraient-ils plus doués pour viser que les pilotes américains et français, puisque nous avons tout de même nos avions, de M. Bloc d'Assaut, les Rafales, si durs à vendre, si performants, nous dit-on. Et on nous dit, tiens, c'est curieux, dernièrement, j'ai vu tout dernièrement, c'est curieux, les bombardements ne semblent pas être très efficaces, on a démontré que quelques victimes, oui, apparemment ce sont des camps qui ont déjà été évacués par le Daesh.
par l'État islamique. Donc évidemment, si on bombarde des baraquements où il n'y a plus personne, on ne peut pas arrêter l'ennemi, c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc vous voyez, on est vraiment dans le mensonge perpétuel à tout point de vue. D'une part, on a une multitude de textes où le monde anglo-saxon et juif nous disent exactement ce qu'ils veulent faire, et on en a la transposition dans la réalité quotidienne. Or, justement, quand on s'interroge sur l'inefficacité des frappes américaines et françaises, cocorico, il faut aussi savoir que quand il y a des victimes, tout de même, ne serait-ce que par l'armée syrienne, les victimes de l'État islamique sont soignées en Israël, comme l'ont été les victimes des manifestants contre le pouvoir en Ukraine. Exactement la même chose, qui ont été expatriés ou rapatriés, si vous préférez, en Israël pour y être soignés. Donc vous voyez, tout ça, c'est, comme disent les Américains, les bons Américains qui comprennent les mensonges de leur gouvernement, sous false flag, c'est-à-dire sous fausse bannière. Je voudrais citer encore une nouvelle preuve de la duplicité américano-sioniste par cette information du Washington Post, citée par le quotidien libanais Al-Akhbar. Je cite. Outre les aides offertes par Israël, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et la Jordanie aux terroristes takfiristes dans le sud syrien, la CIA a attribué à ses miliciens un budget annuel de 1 milliard de dollars. La CIA s'est chargée d'entraîner et d'armer des milliers de terroristes takfiristes tout en mettant à leur disposition des renseignements. Les frais de ce plan constituent un 15e du budget annuel de la CIA. C'est, je le rappelle, le Washington Post qui a fourni cette information. Ainsi, face aux pays arabo-musulmans réfractaires au nouvel ordre mondial, les États-Unis et Israël tentent d'installer sur les ruines de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan, du Pakistan, du Soudan, de la Libye et jusqu'à l'Algérie. Jusqu'à l'Algérie. Je sais, j'ai eu des documents en main, que le gouvernement algérien est très préoccupé par des infiltrations qui se font actuellement en Algérie. Et tout cela, et c'est là où j'en reviens à la contradiction que je disais tout à l'heure, de cette pseudo-indignation contre l'État islamique et ses crimes, alors que l'on sait parfaitement qui a fabriqué l'État islamique et son chef al-Baghdadi. Dans le même temps, on cherche à nous indigner des crimes de l'État islamique pour nous faire intervenir où ? En Syrie. Ah bon ? Mais contre qui ? Contre l'État islamique ou contre les troupes de Bachar el-Assad ? Petite observation. Ne trouvez-vous pas étrange que ces attentats du 13 novembre dernier soient tombés juste au moment où les bombardements de l'aviation russe montraient qu'ils étaient, eux, capables de liquider les troupes de l'État islamique, permettant ainsi aux troupes syriennes de Bachar el-Assad de reconquérir le terrain perdu, et que du fait de l'indignation suscitée par les attentats du 13 novembre, on allait renforcer notre présence en Syrie. Et ce que je crains, c'est que, à travers cette manipulation, on nous dise mais il faut absolument combattre l'État islamique, il faut faire une coalition de l'OTAN pour aller sur le terrain. Et ça veut dire quoi ça ? En fait, c'est vouloir essayer de paralyser l'action des Russes.
et de la reconquête du terrain par Bachar el-Assad. Voilà ce que je crains, on verra si je me trompe, j'espère me tromper, mais à mon avis, derrière cet attentat qui, à mon avis, est énième false flag, c'est la volonté de paralyser l'action des Russes en Syrie. Alors un texte vraiment très intéressant qui explique le pourquoi de toute cette stratégie américano-sioniste au Moyen-Orient. Et on le trouve dans un livre de Michael Lydon, qui est un des néoconservateurs juifs de l'entourage de George Bush, dans son livre The War Against the Terror Masters, c'est-à-dire la guerre contre les maîtres de la terreur. C'est un livre qui date de 2002. 2002. Je cite. D'abord, nous devons en finir avec les régimes terroristes. Retenez bien ça, régime terroriste, à commencer par les trois grands, Iran, Irak, Syrie. Puis nous nous occuperons de l'Arabie saoudite. Nous ne voulons de stabilité ni en Irak, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Iran ou en Arabie saoudite. Nous voulons que les choses changent. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire? Alors, analysons. Remarquez ce retournement dialectique des termes nécessaires à la manipulation des fous. Ce ne sont pas les États-Unis, Israël, leurs créatures Al-Qaïda, Al-Nosra, l'État islamique, ou encore messieurs Sarkozy, Hollande et Valls qui appuient la politique américaine. Ils sont les terroristes. Non, ce sont ceux qui résistent à leur plan qui sont qualifiés de terroristes. C'est magnifique comme manipulation de l'opinion publique. Voilà, c'est ça que je voudrais que vous tous, quand vous discutez autour de vous, fassiez comprendre. Nous sommes manipulés, manipulés, manipulés. Et l'on voit là toute l'utilité du montage des attentats du 11 septembre à New York, car toutes ces actions, toute cette phraséologie diabolisatrice ont commencé au lendemain de cet événement fondateur de cette politique. Que retenir de l'ensemble de ces faits, sinon que les crimes d'État du mondialisme messianique, qui fut le titre de mes dernières conférences, mettent en place des attentats sous une fausse bannière, un false flag, comme disent les Américains, conscients de la manipulation. Et c'est par l'horreur de ces attentats qu'ils essayent de susciter l'indignation générale nécessaire à l'instauration de législations dites sécuritaires, mais en fait liberticides, qui restreignent les libertés des citoyens. Et rappelez-vous, après le 11 septembre, quel a été un des premiers actes de George W. Bush? Ça a été de nommer l'amiral franc-maçon John Poindexter responsable de l'entité, très jolie d'ailleurs, ils ont le sens des formules, Patriot Act, l'acte patriotique. Or, qu'est-ce que c'est que cet acte patriotique? C'est tout simplement le fichage des citoyens américains. Pas simplement des prétendus ou éventuels terroristes qui pourraient rentrer, c'est tous les citoyens américains qui étaient fichés. Et qu'avons-nous eu, nous, en échange ou en correspondance dernièrement? La loi du renseignement, imposée par un certain Manuel Valls. Loi du renseignement imposée aux Français plutôt, sous prétexte de pouvoir mieux prévoir les attentats
terroriste, dont on a vu l'efficacité le 13 novembre dernier. Et là, vous n'avez pas l'impression qu'on se fiche un petit peu de nous. Et voilà, c'est par des procédés pareils qu'ils arrivent, sous prétexte sécuritaire, à faire accepter des abandons de souveraineté, et incontestablement, c'est une démarche qui va mener, si l'on ne réagit pas, à une dictature. Et cela, pourquoi? Parce que ce pouvoir remplace pas simplement les socialistes. Le système, et le terme le plus exact, est en danger. Ils s'en rendent parfaitement compte, et pour eux, pour essayer de parer à ce danger, il leur faut faire peur au peuple pour que ce bon peuple croit pouvoir se réfugier sous l'égide du pouvoir protecteur. Et je dois rappeler tous ces attentats que nous avons eus en France, de l'affaire Mera à l'affaire Charlie Hebdo. N'oubliez pas l'histoire de la petite carte d'identité abandonnée sur la voiture des tueurs. Bien à propos. Jusqu'à celle du 11 septembre dernier. C'est très curieux, mais tout ça, c'est de la frime, en but d'instaurer justement ces législations liberticides. Il y a aussi un texte intéressant de Wikistrike où il y a de tout, et bon, il faut évidemment toujours pondérer les choses et vérifier et contre-vérifier l'information par d'autres sources, mais ce texte me semble intéressant. C'est une analyse faite donc par Wikistrike du 18 novembre dernier. 18 novembre dernier. Voilà ce qu'il disait. Tous ces faits démontrent sans équivoque que l'État français a tout coordonné avec les services secrets manipulant des islamistes comme des marionnettes, et ce dans leur propre intérêt. Changer la Constitution, ce qui est en train d'être fait, pour imposer un Patriot Act à la française, comme les Américains, après les attentats du World Trade Center. Ils se sont servis de Daesh et de ses agents, comme ils l'ont fait au début, pour tenter de renverser Bachar el-Assad en Syrie. N'oublions pas que Daesh est une création artificielle, ce n'est que l'instrument de la politique de plusieurs États et multinationales. En Syrie, la présence d'officiers français encadrant des groupes armés extrémistes lorsqu'ils perpétuaient des crimes contre l'humanité est largement attestée. En effet, la France n'a pas toujours bombardé le Daesh, mais lui a largué des armes durant plus d'un an. Ce point est ignoré de la presse occidentale. Petite correction, pas ignoré, occulté. Mais a été largement discuté un an durant par la presse arabe et perse. La vérité a éclaté au grand jour lorsque 50 analystes du Centre Com ont dénoncé les mensonges des rapports de la coalition, qu'une enquête interne a été déclenchée et que finalement le général John Allen a été contraint à la démission. Alors, c'est tout de même intéressant parce que ça explique tout de même de façon très claire la manipulation dont nous sommes victimes actuellement, et notamment l'attentat du 13 novembre. Alors, je ne sais pas quelle est la part de responsabilité dans la manipulation des terroristes dans les attentats du 13 septembre, de la part des Hollande, Valls, Cazeneuve et compagnie, où il s'agit d'une action false flag des services israéliens, avec ou sans les services français.
Mais nombre de contradictions ou d'impossibilités dans les versions officielles apparaissent à nouveau et surprennent dans toutes ces affaires depuis le 11 septembre. Je parlais tout à l'heure de la carte d'identité. On est toujours, et alors chose curieuse, prenez l'attaque du Bataclan. Vous savez quel était le spectacle au Bataclan ce jour-là? Un spectacle sataniste qui était donné par qui? Par un groupe rock israélien. Y a-t-il eu des victimes parmi ce groupe? Non, il n'y en a pas eu. C'est curieux. Quelle chance! Or, cette information que je vous donnais de Wikistrike, justement, dénonçant la responsabilité des Français envoyant des militaires français contre Bachar el-Assad en Syrie, bien avant cela, nous l'avions mis en évidence dans la politique du temps de Sarkozy. Il y a eu 19 militaires français faits prisonniers en Syrie à l'époque, sous Sarkozy. Et on n'a plus jamais entendu parler de l'affaire. Bon, d'abord, l'information en elle-même a été faite par accident, je dirais, et je n'ai plus réussi à trouver la trace et savoir s'ils avaient été libérés ou s'ils étaient toujours prisonniers. Quand Wikistrike dit que la France s'est impliquée là-dedans, c'est la confirmation de ce qu'on avait dit à l'époque, ce qui remonte à peu près à 2008-2009. Donc, si je vous ai donné toutes ces petites touches, c'était pour vous faire comprendre l'utilité du carnage du 13 novembre pour un gouvernement aux abois, avec les manifestations de toutes les catégories sociales en France, jusqu'aux forces de l'ordre. Rappelez-vous la mobilisation des forces de l'ordre contre le gouvernement. Or, après cet attentat et l'émotion populaire qui en a découlé, qui va encore oser manifester contre le gouvernement? Comme ça tombe bien. Et aujourd'hui, dans l'hystérie larmoyante, patriotarde des médias, cocorico par-ci, cocorico par-là, la France ne va pas se laisser faire, escrogneux, regardez mes biceps. Eh bien, on s'investit encore davantage. M. Hollande dit que vu la gravité de la situation, il est bien évident qu'il faut s'impliquer davantage en Syrie et que de ce fait, il est obligé de mettre de côté pour un temps le pacte de stabilité. Donc ça ne va pas améliorer nos finances, bien entendu. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la capacité de mensonge et de manipulation de ces gens qui nous gouvernent? Et de ceux qui sont derrière ces gens. Parce que les Hollande, les Valls et compagnie ne sont que des petits pions, des petites marionnettes. Bon. La situation est telle qu'elle est. Or, face à cette situation, je voudrais épingler deux attitudes dangereuses pour notre combat contre le mondialisme islamique. Celle de ceux qui ne savent que se lamenter, estimant qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est trop tard, ce que j'appelle les pleureuses, le titre d'ailleurs de l'éditorial du dernier numéro de la Politique. Et celle de ceux qui, alors là, c'est encore plus beau, nient contre toute évidence qu'il y ait le moindre complot, et qui crient au complotisme. Ah, encore le complotisme, ah, ils exagèrent, c'est ça. Le complotisme, pas sérieux. Le problème, ne leur en déplaise,
c'est que les faits sont têtus, que les textes des principaux responsables de ce complot existent. Je l'ai démontré, notamment dans la maçonnerie, dans le complot mondialiste, dans le chapitre études sur Sarkozy, ou la mort programmée de la France. Les textes existent. Et ce n'est pas moi qui les ai inventés, qui les ai écrits. Ils sont référencés, donc on sait très bien que ce sont ceux qui poussent à cette politique qui les ont écrits et qui en ont témoigné. Or, ceux qui nient le complot, à part leur négation, sont bien incapables de démontrer que moi ou d'autres qui dénoncent ce genre de politique sommes des menteurs. La négation est facile, la preuve est plus difficile, de leur part. Alors, pour ceux de ces gens que je dénonce, qui vont probablement voir sur Internet ma conférence d'aujourd'hui, je vais me faire un plaisir de les provoquer encore un petit peu plus, en rappelant les protocoles des sages de Sion. Ah, mais c'est un faux! Ah bon? Ouais, bon, peut-être. Un faux. Curieux tout de même, parce que depuis que ce texte a été publié, tout ce que l'on a vu dans la société correspond exactement à ce qui a été annoncé dans ce texte. Curieux quand même. Alors quel génie l'auteur de ce texte, si c'est un faux. Ou bien était-ce quelqu'un qui avait une telle connaissance des milieux révolutionnaires juifs russes qu'il pouvait à l'avance décrire ce que ces milieux avaient l'intention de faire. Or, lorsque les conjurés dénoncés dans les protocoles annoncent qu'ils vont détruire les goïms, c'est-à-dire nous, je cite, par la drogue, le sexe et la violence, certains peuvent nier l'authenticité du texte, mais la réalité des événements qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui les écrase. Et je voudrais vous rapporter cette petite information, d'ailleurs qui était soigneusement cachée dans les médias. Je cite. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l'Union européenne sont heureux de vous faire part de leur soutien financier au collectif Le Dernier Cri, vomir des yeux. C'était quoi ça? De quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait d'une exposition d'un collectif d'auteurs internationaux de dessins représentant, je cite, vous êtes bien assis, de scènes de pédophilie, de pédopornographie, de zoophilie, et jusqu'à un dessin d'un enfant se faisant sodomiser par un animal sur l'autel d'une église. Cette exposition hautement culturelle, financée avec notre argent, a eu lieu à la Friche du 13 juin au 23 août 2015 dans le quartier de la Belle de Mai, qui est un quartier de Marseille. Alors, si au risque de vous choquer, je rapporte ce texte, il faut tout de même que vous sachiez comment procède l'ennemi pour nous détruire, non seulement politiquement, mais par d'autres moyens aussi. On constate ici que l'individu est agressé par les spectacles, par les lois, par l'enseignement de la dite éducation nationale. Tout tend à pervertir de l'obsessionnelle pornographie et des déviances sexuelles jusqu'à la mise en cause de notre sexe biologique par la théorie du genre, jusqu'à la perversion du mariage au nom de l'égalité, rendant l'anormal normal et le normal suspect de dérives
fasciste. Tout est fait pour détruire l'individu, non seulement en tant que personne, mais au travers de la corruption de la société en inversant la loi naturelle. C'est tout cela qui était annoncé dans les protocoles des sages de Sion que certains, jusque dans nos milieux, tentent de nier pour être acceptés par le système. Il y a là une volonté de détruire, une volonté de salir, d'annihiler toute notion morale, et il faut rappeler la fameuse formule de saint Augustin: à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Alors, les protocoles des sages de Sion, info. On ne peut comprendre cette volonté acharnée de destruction des individus et des peuples et des nations si l'on ne revient pas au point de départ de la démarche mondialiste messianique jusqu'à aujourd'hui. Elle découle, comme je l'ai maintes fois expliqué dans mes conférences, dans mes textes, du refus du Christ par le monde juif, car il ne lui apportait pas le pouvoir sur le monde qu'il en attendait. D'où cette paranoïa juive d'être son propre Messie et celui du monde afin d'accomplir ce que le Christ ne lui avait pas apporté. Ce problème est d'autant plus douloureux pour les Juifs que du fait de leur rejet du Christ, ils n'étaient plus le peuple élu. Si l'on ne comprend pas cette dimension historique, biblique et paranoïaque messianique, on ne peut comprendre la démarche judéo-maçonnique en vue d'instaurer la République universelle soumise à leurs lois. Toutes les hérésies et déviations dans le monde politique et religieux qui ont eu lieu depuis lors, tels entre autres l'arianisme, les habits de joie, les cartares, et il y en a bien d'autres, jusqu'à l'essor du protestantisme, découlent de cette fermentation révolutionnaire juive pour détruire l'ordre chrétien et tout ce qui peut s'opposer à la volonté messianique de suprématie mondiale. Encore un autre texte qui va vous montrer le bien fondé de ce que je dis. Dans leur ouvrage très documenté, au titre très significatif, Le complot judéo-maçonnique, André Goldschlager et Jean-Claude Lemaire, deux auteurs francs-maçons, font une intéressante remarque sur l'hostilité des élites musulmanes envers la maçonnerie. Élite musulmane envers la maçonnerie. Ce sont deux francs-maçons, je répète, qui disent cela. Dans le camp musulman, on tient désormais l'alliance politique entre Israël et les États-Unis pour la concrétisation évidente des protocoles pour la preuve tangible de l'ascendante prise par les Juifs sur les loges dans leur conquête de l'hégémonie mondiale. Question: les élites musulmanes dont il parle seraient-elles plus clairvoyantes que certains catholiques, ou supposaient-elles, qui souvent nient justement tout complot?
Et je voudrais rappeler à ce sujet-là que l'un des acteurs de la Révolution dite française, le juif prussien Narcissus Claude, fut fait citoyen français par la Convention après la publication de son livre intitulé La République universelle. Et que les allées de la Révolution étaient encombrées d'étrangers. Le comte de Cagliostro, alias Joseph Balsamo, juif italien, Benjamin Franklin, Marat, Necker, Weishaupt, Claude, Ramsay, pour ne parler que des principaux conjurés. Et ainsi on constate chaque époque, comme aujourd'hui, a ses Cohn-Bendit, ses Badinter, ses Strauss-Kahn, ses Simone Weil, ses Rothschild, ses Sarkozy, ses Valls, œuvrant toujours dans le même but, la République universelle annoncée par les conjurés de la Révolution. Et ainsi, on ne peut que constater qu'à chaque époque de la destruction voulue de notre civilisation helléno-chrétienne, on retrouve le facteur juif. Alors, ces faits amènent quelques remarques. Je vais quelque peu me répéter, il faut toujours répéter. Ce qui se passe actuellement aujourd'hui n'est que la conséquence directe de l'acte fondateur de cette stratégie avec le 11 septembre 2001, avec tout ce que ça a entraîné, les guerres en Afghanistan, etc. Deuxièmement, les islamistes, outre les fanatisés au nom d'un islam pur, plus pur que pur, sont pour beaucoup, et j'ai un texte là-dessus, des repris de justice, des criminels libérés des prisons saoudiennes, en échange de leur participation à l'État islamique. Et tenez-vous, après cela, des crimes odieux que l'on voit. Ce sont des bêtes humaines. Et puis vous avez un troisième groupe d'individus, ce qui découle de ce que j'ai appelé hier, puisque j'ai déjà parlé de ça hier, de toute cette population de jeunes désœuvrés, déracinés de nos banlieues, qui errent entre deals et divers trafics, et qui se trouvent un jour récupérés et qui trouvent, je dirais, un but à leur existence qu'ils n'ont pas. Et qui croient, en devenant martyrs bien manipulés par ceux qui sont derrière, œuvrer pour le triomphe de l'islam. Si je fais allusion à ça, c'est que c'est un phénomène réel. Ces jeunes des banlieues, quand on voit ces jeunes femmes encore dernièrement qui participent à l'action terroriste, mais ces gens croient qu'ils ont trouvé leur vocation. Pour eux, ils deviennent des saints, selon leur conception. Ils deviennent des martyrs de la cause. Et c'est nous, tout au moins nos gouvernements successifs, qui sont les premiers responsables en faisant venir par centaines de milliers par an, et je dis bien centaines de milliers par an, cette immigration que l'on ne peut pas intégrer et qui se trouve livrée à eux-mêmes, à tous les trafics et soumis à toutes les influences les plus nocives. Nos gouvernants sont les premiers responsables. Et puis il y a aussi, pour expliquer ce genre de procédé odieux de décapitation, comme on l'a vu dernièrement encore, tout dernièrement, il y a eu 2 autres otages égorgés par le Daesh
je ne sais plus si c'était en Syrie ou en Irak, un Norvégien et un Chinois. Ça, ils auraient mieux fait d'éviter le Chinois, parce que ça risque de leur poser des petits problèmes. Si les Chinois s'en mêlent, ça risque de devenir encore un peu plus chaud. Avez-vous entendu parler de l'utilisation du captagon, qui est une drogue hallucinogène, qui depuis 2002 est fabriquée par la NATO, par l'OTAN si vous préférez, en Bulgarie. Fabriquée, je répète, par l'OTAN. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela colle justement avec ce que l'on sait de la fabrication des terroristes du Daesh par les États-Unis et Israël? Or, cette histoire d'utilisation du captagon, ça ne vous rappelle pas un fait historique? Les histoires du vieux de la montagne, ceux que l'on appelait à l'époque les assassins. Et vous savez pourquoi on les a appelés les assassins? C'est parce qu'ils consommaient du hashish. H, ça. Il n'y a rien de nouveau. Et donc on envoie des gens comme ça, drogués, qui n'ont plus la conscience réelle de leurs actes. Et voilà à quoi nous sommes soumis, grâce à nos amis américains. Ce sont des choses qu'il faut savoir et qu'il faut faire savoir. Ne sortez pas ici en disant ah, c'était bien, je ne sais pas. Transmettez. Et ne croyez pas que vous allez être cru du premier coup. Hein. Et ne soyez pas déçus. Parce que la vérité dérange les gens. Ça les oblige à réagir. Et les gens n'aiment pas réagir. Il faut qu'ils aient peur. Faites-leur peur. Et il faut que la peur change de camp. Troisièmement, le but essentiel de cette stratégie de la terreur, outre une tentative de survie du pouvoir en place, profitant de l'émotion et de l'indignation suscitée par la partie apparente des événements, est de pousser les Français et l'Occident dans les bras d'Israël, et de nous faire les guerres d'Israël en vue du grand Israël par nos braves petits soldats. C'est le vieux rêve auquel avait fait allusion un certain Ariel Sharon dans les années 80, qu'ils appellent le Eretz Israël, le grand Israël. Quatrièmement, une chose que je voudrais faire observer, et dans ce contexte d'action sous false flag, une question qu'il serait tout de même bon que l'on se pose. Qui achète le pétrole des zones contrôlées par l'État islamique? Sinon des pays alliés des États-Unis, les grands moralisateurs de la conscience universelle. Et pourquoi on ne nous en parle pas? Qui achète ce pétrole qui donne les moyens d'action supplémentaires à l'État islamique? Autre observation, vous savez que immédiatement après les attentats du 11 novembre, le gouvernement Valls a institué l'état de siège. Ah bon? Mais alors comment se fait-il qu'Abdel Abaoud, le présumé organisateur des attentats, ait pu être exfiltré le lendemain vers la Belgique? Quoi? On n'avait pas pris la précaution de fermer immédiatement les frontières? Alors cet état de siège, ça sert contre qui? Contre les terroristes ou contre les Français?
pour contrôler l'information un peu plus. Autre question. Pourquoi Manuel Valls a-t-il refusé l'aide de la Syrie pour lutter contre le terrorisme islamique, comme l'a signalé tout dernièrement Valeurs Actuelles du 19 novembre 2015, dans une entrevue avec l'ancien directeur de la DCRI, Bernard Squarcini? Pourquoi Valls n'a pas accepté la liste que lui proposait la Syrie? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ces attentats pour faire progresser leurs choses. Je repose à nouveau la question. Ils ont besoin de ces attentats. Soit qu'ils fabriquent eux-mêmes, soit qu'ils laissent perpétrer. Étrange encore, comment se fait-il que selon le site de Times of Israel du 19 novembre, le vendredi matin du 13 novembre, les responsables de la sécurité au sein de la communauté juive aient appris l'imminence d'une large attaque terroriste? Ah, comme c'est curieux. Et ça rappelle le 11 septembre 2001. Ces tours détruites qui étaient curieusement désertées de leurs fonctionnaires juifs ou cadres fonctionnaires juifs. Comme c'est curieux. Et alors, l'auteur de cette confidence n'est autre que Jonathan Simonsen, qui est un extrémiste franco-israélien, fanatique de la cause sioniste, grand ami de Meir Habib, lui-même grand ami de Manuel Valls, qui l'accompagnait au matin de l'attentat contre Charlie Hebdo, après les attentats. Comme c'est curieux. Et alors, le résultat de tout ça, c'est d'essayer de nous dresser contre les musulmans indistinctement. Hier soir, il y a eu une petite discussion un petit peu chaude entre deux personnes ici. Et je regrette que l'une des personnes ne soit pas là aujourd'hui. Ça aurait relancé la chose. On cherche à créer la guerre des mondes, selon le fameux ouvrage de Huntington. Ils ont besoin de la guerre des mondes. Et je vais vous raconter une anecdote qui est tellement parlante que je vais essayer de la reproduire telle que je l'ai vue. Il y a un combat de coq. Alors il se présente, vous le connaissez apparemment, il se présente deux beaux coqs. Puis dans un coin, il y a un petit coq tout freluqué qui est là. Et on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, face à ces deux grands coqs, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas participer au concours. Il dit, enfin voilà, enfin voilà. Et puis le combat commence, des gros grands coqs, et coup de griffe, coup de bec, coup de griffe, de bec. Et deux grands crocs s'effondrent. Et le petit coq, qui était dans son coin, il dit, ben voilà, c'est moi qui ai gagné. C'est toute la politique juive. Donc, de grâce, je dirais pas de délit de faciès, on cherche à nous lancer les uns contre les autres. Il faut bien croire, il faut bien comprendre que ce qui se passe se retourne aussi contre les musulmans. Et c'est ça qu'il y a de diabolique, c'est de vouloir, et c'est ce qui s'était déjà passé à l'époque avec l'histoire du décret Crémieux.
je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, qu'est-ce que c'était que le décret Crémieux? C'était en 1870, après la défaite, la débâcle de Sedan, alors que les musulmans s'étaient battus pour la France contre la Prusse, Isaac Adolphe Crémieux, président de l'Alliance israélite universelle, imposait le décret qui porte son nom, qui donnait la nationalité juive aux seuls juifs d'Algérie. Immédiatement après, c'était le soulèvement de la Kabylie avec le Bachaga, il s'appelait déjà Mokrani, Mokrani, et la guerre sainte était prêchée. Je rappelle toujours ce fait parce qu'à travers de l'histoire, vous avez des événements fondateurs, des événements qui vont s'en suivre. Et ça en est un. Ça en est un, et alors observez une chose, là, je sors un petit peu de la conférence, mais ça rejoint le propos de la conférence. Observez ce qui va se passer avec l'arrivée de l'État français du maréchal Pétain. Avec toutes ces imperfections, du fait des lenteurs et des sabotages internes, il y eut tout de même l'interdiction de la maçonnerie, très tardivement malheureusement, je l'ai expliqué dans mon livre Le nationalisme français, et puis l'abrogation du décret Crémieux. Et ce que je cherche toujours à faire observer, c'est que, en dépit de la faiblesse de la France après sa nouvelle débâcle face à l'Allemagne, il n'y eut aucune insurrection en Afrique du Nord et notamment en Algérie. Pourquoi? Eh bien parce que le monde musulman avait compris que l'État français du maréchal Pétain l'avait lavé de l'insulte qu'ils avaient eue en 1870. Et puis arrive De Gaulle à Alger, prend le pouvoir au gouvernement d'Alger. Et que fait-il? Il rétablit la maçonnerie et il remet en vigueur le décret Crémieux. Et que se passe-t-il? À nouveau, l'insurrection contre la France. Et si vous ne comprenez pas la réaction de cause à effet entre ces faits, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. C'est pour ça que je dis attention de ne pas tout mélanger, de ne pas se laisser entraîner dans le piège dans lequel on veut nous entraîner, d'opposition bête contre les musulmans indistinctement. Car les musulmans vivent aujourd'hui ce que nous avons vécu avec les guerres de religion, avec le protestantisme, entre ces deux factions de l'islam que sont les sunnites, sur lesquels l'Amérique sioniste s'appuie, et les chiites, qui sont représentés par l'Iran, la Syrie entre autres. Et je voudrais vous rappeler que, je crois que ça date de 1993, une citation du vice-ministre de la Culture iranien, qui proposait au Vatican une alliance contre le mondialisme et l'athéisme. Ce qui montre bien, et ça rejoint cette citation que j'ai donnée tout à l'heure de ces deux auteurs francs-maçons, ce qu'ils citaient des réactions de l'élite musulmane, montrant justement la véracité des protocoles de Sion par l'alliance entre la maçonnerie et le judaïsme. Donc, attention, le monde musulman est divisé comme nous le sommes, nous aussi, et il ne faut pas se tromper. Il y a des gens, alors je ne suis évidemment pas pour l'immigration, et ce que je plaide, c'est que plutôt de se rentrer dedans les uns dans les autres, on peut être complémentaires, mais chacun chez soi. Et nous devons être alliés contre l'ennemi commun qui cherche à nous détruire les uns après les autres en se servant des uns et des autres contre l'autre.
Vous connaissez la vieille formule que le diable porte pierre. L'histoire des migrants me semble être un des exemples. Car que se passe-t-il? Vous avez eu la pulsion émotionnelle, encore une fois, tout passe par l'émotion. À ceux qui trouvaient tout de même qu'il y avait déjà suffisamment d'immigrés en France, que des migrés ou des migrants supplémentaires venant du Moyen-Orient, ça peut commencer à faire un peu trop. Rappelez-vous, le début de diabolisation, vous n'êtes pas charitable, compassionnel, etc. D'où le titre de l'un de mes éditoriaux récents, la dictature compassionnelle. Alors que se passe-t-il du fait de cette avalanche de nouveaux migrants? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans les pays de l'Est? Que se passe-t-il dans l'Allemagne de notre chère Angela Merkel? Eh bien, c'est justement ce qui n'était pas prévu, c'est que l'émotion finit par céder petit à petit à la constatation de la réalité. Et que les populations locales, voyant l'afflux de migrants, commencent à se dire: mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? On n'est plus chez nous. Alors la Hongrie, la Slovénie, différents pays d'Europe de l'Est commencent à édifier des barrières, au grand scandale, bien entendu, des autorités de Bruxelles. Et Madame Angela Merkel, elle est bien embêtée, parce qu'il y en a qui commencent à demander sa démission, et sa mise en jugement pour haute trahison. Vous ne croyez pas qu'on pourrait exiger la même chose aussi, nous, devant messieurs Hollande, Valls et autres, pour haute trahison? Un petit retour à la guillotine, ça ne ferait pas un peu de bien? Puisqu'il y a surpopulation, nous dit-on. Comprenez que je force un petit peu le trait. Pas tellement. Donc voilà, il y a la réalité, et puis il y a les illusions. Et la réalité finit pas toujours par l'emporter. Et c'est pour ça que, comme disait un certain Charles Maurras, tout désespoir en politique est une sottise absolue. Et je reviens au fameux dicton que le diable porte pierre. Il y a une formule aussi qu'utilisait mon père quand il faisait observer que certains faits jugés progressistes pouvaient devenir des faits réactionnaires. Et en fait, c'est ça. Cette immigration qu'on nous impose finit par faire réagir les peuples. Et je ne sais pas jusqu'où tout cela va pouvoir aller. Alors, notre devoir à nous est de pousser à la prise de conscience des peuples, et notamment du nôtre, de la cause messianique de cette situation. Et comme je l'ai déjà dit, que je répète régulièrement, parce que c'est là le point du problème, le plan messianique est très simple. Toutes les nations doivent disparaître, sauf une. Tous les peuples doivent disparaître dans la déferlante d'émigration et le magma du métissage, sauf un. Toutes les religions doivent disparaître, sauf une. La stratégie du chaos que nous subissons est là et n'a d'autre but que de nous y forcer. Et si l'on ne veut pas voir cette réalité, alors effectivement, comme disent certains, il n'y a pas de complot. Analysé sous un angle psychiatrique, on peut dire que le monde juif ne s'est jamais relevé de la venue du Christ qu'il a rejeté, parce qu'il ne lui apportait pas la domination sur le monde qu'il en attendait. Et depuis lors, il empoisonne le monde par son obsession messianique. Merci de votre attention.